Très bien, peut-être on commence, les amis. Avec plaisir. Reda, Lia, c'est bon, Nada? Oui. Oui, très c'est bien. bon, c'est bon. C'est parfait. Très bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire organisé par l'AGEF Centre en partenariat avec le CSK. Merci à Badar, merci à Lilia, merci à Reda d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir dans ce webinaire pour parler des challenges et défis des ressources humaines pour l'année 2023. Donc, je commence par une petite présentation quand même des intervenants. Donc, on a Reda Eid Salah qui co-dirige les opérations d'interface RH. Donc, Reda, il a commencé sa carrière aux États-Unis en banque privée chez Morgan Stanley, où il a évolué pendant plusieurs années. Par la suite, il a dirigé l'équipe de développement de Synchronium au Canada, qui couvre l'activité de la structure en Amérique du Nord. Et de retour au Maroc, il intègre successivement 2 cabinets de recrutement de dimension internationale avant de se lancer et de cofonder Interface RH. Donc, il sert aujourd'hui plus de 120 clients qui font partie des 200 les plus grandes entreprises au Maroc. Reda est titulaire d'un bachelor spécialisé en finance de KSU à Atlanta, ainsi qu'un MBA à HEC Montréal. Bienvenue, Reda. On a Lilia Roumedi, qui est consultante RH et développement des compétences à Digital Learning. Donc, Lilia, je vois qu'elle a une carrière hybride. En fait, elle a commencé par le consulting, revenue au salariat avant de repartir au consulting. Donc, Lilia, c'est plus de 20 ans de pratique. Une grande partie de Lilia, donc, elle a passé chez la Poste Maroc et puis dans le Bank. Et puis l'IDEC avant de se lancer dans le consulting et le conseil. Et puis on aura Badreddine Gouesh, notre grand ami, qui est directeur du capital humain au sein de la fondation Arawaj de la finance inclusive. Il est ex-DRH au sein de l'Office national des hydrocarbures et mines. Donc Badr, c'est 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines au sein d'entreprises publiques et privées. Voilà, notamment au groupe CDG. Et aussi, donc, en parallèle, Badr, il est secrétaire général au sein de l'AGEF Centre. Donc, bienvenue à vous trois, bienvenue aux auditeurs dans ce webinaire. Alors, je commence par partager la présentation. Donc, excusez-moi une minute. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. Excellent. Alors, tout d'abord, enfin, je commence par dresser quand même le décor aujourd'hui des challenges et défis des ressources humaines pour l'année 2023. Donc, un petit aperçu sur une enquête faite par Gartner et adaptée par le centre. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, les organisations se trouvent face à des incertitudes et des moments de confusion. Et donc, on peut dire que c'est la première fois que les exécutives, en fait, se trouvent face à 3 pressions qu'ils n'ont jamais vécues, en fait, et d'une manière simultanée. Et donc, on peut parler d'un contexte à triple pression. Bon, la première, c'est la hausse des inflations. Je pense que tout le monde va partager avec moi et sera d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le monde vit une hausse d'inflation. Et d'ailleurs, 90% des CEO s'attendent à une hausse d'inflation dans les 12 mois à venir. 23% des CFOs donc, recourent à des augmentations de la paie des employés pour compenser les augmentations des prix. Ça, c'est la première pression. Deuxième pression, c'est la rareté et la cherté des talents. Donc, 50% des leaders RH s'attendent à une plus forte compétition des talents dans les 6 mois à venir. 46% des leaders RH anticipent que les départs resteront encore à un niveau élevé par rapport à la demande et des postes créés en 2023. Et dernière pression,
des contraintes mondiales de l'approvisionnement. Donc, tout le monde sait aujourd'hui que toutes les entreprises se trouvent face à des difficultés de supply chain et la pénurie et la rupture des stocks et des matières premières. Et donc, 48% des CFOs croient à la volatilité des chaînes d'approvisionnement et pénurie et continueront même après 2022. Là, c'est un aperçu d'une étude qui a été faite par Gartner, d'accord, dans le cadre d'une étude de priorité RH pour 2023. En parallèle de ça, il y a des marges qui sont en baisse continue. Et donc, les leaders RH se trouvent face à des compromis des contraintes pour faire des choix. Et les compromis potentiels dans des mondes incertains, il n'y a pas plus difficile. Donc, les deux exemples qu'on peut poser pour ça. Donc, il y a un compromis entre les exigences des entreprises et les besoins des employés et les exigences des employés. De l'autre côté, des exigences de réduction des coûts face à des investissements dans les people et dans les temps. Et donc, c'est sûr que les leaders RH ne sont pas dans une situation, je dirais, une bonne situation pour prendre des décisions et pour décider. Et quand on dit des leaders RH, on parle aussi des présidents et des directeurs d'entreprise. Donc, pour aborder un petit peu ce volet-là, donc je vais commencer par Reda. Reda qui va nous donner un aperçu sur la partie RH, les difficultés RH et les challenges RH dans son axe, dans son premier axe. Et donc là, il va parler quels sont les profils aujourd'hui les plus demandés et les profils qui seront demandés en 2023. Il va parler de la situation du marché, de l'emploi aujourd'hui. Et aussi, il va nous donner un aperçu sur les métiers les plus touchés par la rareté et par ces difficultés que vit le monde aujourd'hui. Merci Reda pour ton intervention et la balle est à toi. Merci beaucoup Ayoub et merci pour cette introduction, cette invitation. Je suis ravi de faire partie de ce webinaire. Et surtout, merci pour mon introduction plutôt élogieuse que tu m'as réservée. Alors en effet, donc, quand on parle, comme tu m'avais demandé, parler de la situation du marché de l'emploi aujourd'hui, déjà je pense sur 2022, pour pouvoir avoir une idée de ce qui nous attend en 2023. Alors, quand on parle du marché de l'emploi dans sa globalité, ainsi que le marché de l'emploi pour les cadres et cadres dirigeants. Donc, pour le marché de l'emploi dans sa globalité, comme je te l'avais mentionné, malheureusement, je ne suis pas un expert en la matière car mon activité, notamment donc Interface RH, ne cible que des cadres et des cadres dirigeants. Mais cela dit, j'ai cru comprendre que le taux de chômage avait baissé au Maroc selon le HCP sur ce troisième trimestre 2022, ce qui indiquerait quelque part une amélioration, on va dire, du marché de l'emploi dans sa globalité. Par contre, en ce qui concerne le marché des cadres et des cadres dirigeants, 2022 a été pour nous et pour beaucoup de nos concurrents, nous avons remarqué une réelle année, c'est pour nous une vraie année de reprise. La plupart de nos clients, vous avez parlé tout à l'heure en introduction, que nous servions en effet à peu près 120 clients qui représentent quelque part les plus gros employeurs au Maroc en termes de volume, après l'État naturellement, même si nous servons également quelques offices étatiques. Mais nos clients ont clairement aujourd'hui repris leur projet d'investissement, qui donne naissance quelque part à un fort besoin en compétences. Il est vrai que la guerre russo-ukrainienne et puis l'inflation qui s'en est suivie a causé quelque part ou impacté cette reprise, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est aujourd'hui sur une croissance entre guillemets plate. Par contre, et ça je rebondis sur ce que tu as dit en introduction Ayoub, c'est vrai qu'il y a un événement majeur
que nous avons remarqué sur le marché de l'emploi. Et il a démarré, on a commencé à le voir un petit peu avant 2020, mais il s'est clairement confirmé sur les 2 dernières années, et cette année plus que jamais, qui est qu'en fait, nous sommes passés d'un marché où des employeurs fixaient les règles du marché à un autre où aujourd'hui, c'est les candidats qui, quelque part, imposent leurs conditions. Et les employeurs au Maroc, on le voit aussi vraiment très bien au niveau de nos clients, ont vraiment du mal à gérer ce nouveau paradigme, notamment les entités publiques ou semi-publiques. Alors, je m'adresse particulièrement aux DRH et patrons d'entreprise. Vraiment, faites attention, car on va devoir changer de prisme. On va devoir commencer à traiter les candidats comme étant des clients et non plus des demandeurs d'emploi. On est, en tant qu'employeur aujourd'hui, beaucoup plus demandeurs de ces talents-là et de ces compétences que les candidats en soi. Et tu as mentionné, Ayoub, tout à l'heure, tu as dit une compétition ou une concurrence en termes de talent. Moi, j'irais encore plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une vraie guerre des talents et pas des moindres. Alors, par rapport aux talents ou aux profils les plus demandés, ce que nous avons vu, en tout cas sur 2022, comme je vous disais, bon, on nous a contactés, on a pour vraiment une grande variété de profils, en allant vraiment de la finance au RH, en passant par le marketing, les achats, la logistique, production industrielle, etc. Cela dit, le gros focus pour nos clients est resté sur un segment qui est celui du middle management. Hormis les fonctions, on va dire, IT/digital, desquelles je parlerai dans un moment. Mais les profils dans middle management, aujourd'hui, représentent, en tout cas c'est le retour de nos clients, représentent un vrai relais de croissance pour ces entreprises-là. Et c'est vraiment là où le mal blesse, le mal blesse finalement. Alors, cela dit, si je prends les 120 clients que nous avons aujourd'hui, il n'y en a aucun qui aujourd'hui n'est pas à la recherche de profils digitaux. Aucun. Alors, je rigole souvent avec mes équipes en leur disant, écoutez, on pourrait facilement tripler la taille du portefeuille de mission en acceptant de prendre que des profils ou des missions autour de l'IT. Mais bon, je sais très bien que je me retrouverai tout seul très rapidement parce que justement, je pense qu'il faut vraiment que les consultants soient résilients pour se lancer dans ce secteur-là. Mais il faut comprendre aussi le pourquoi de ce phénomène, parce qu'aujourd'hui, tout le monde entend que oui, ben, les profils IT sont très demandés, etc. Mais si on regarde un peu les 2 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que l'entreprise, avec un grand E, connaissait déjà un phénomène de digitalisation, déjà à l'échelle mondiale. Et le Maroc n'était clairement pas une exception. Maintenant, cela dit, les structures marocaines ont dû faire très rapidement et beaucoup plus rapidement que dans d'autres pays face à cette transformation, notamment avec l'avènement de la crise de 2020. Alors, le besoin de numérisation, et c'est aussi bien au niveau du B2B que du B2C, s'est fait ressentir donc clairement à tous les niveaux, tous les secteurs d'activité ont été touchés, aussi bien privé que public. Hein. Moi, je ne sais pas pour vous ou pour nos participants, mais moi, avant le confinement, je n'avais jamais commandé de course en ligne. C'était même inenvisageable. Et jusque-là, ben, quand on avait besoin d'un document officiel, 9 fois sur 10, il fallait se déplacer. Alors, il y a eu un deuxième phénomène qui a été lié encore une fois au confinement, et c'était cette fois-ci le télétravail de la part des employés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'entreprises marocaines, la grande majorité, n'étaient pas prêtes, n'avaient pas l'infrastructure nécessaire pour permettre à ces employés-là de télétravailler. Donc, ils ont eu besoin de solutions IT déployables immédiatement. Et quand je parle de solutions IT, je parle d'outils de visioconférence, de sécuriser une connexion à distance, d'intranet, etc. Et ces entreprises, bah, qu'est-ce qu'elles ont fait finalement? Elles se sont naturellement tournées vers leurs prestataires de services, qui sont les ESN, donc les entreprises de services numériques, et qui elles-mêmes ont dû renforcer leurs équipes pour répondre à cette forte sollicitation.
Donc, c'était vraiment le jeu de la patate chaude, hein. Tout le monde s'est jeté la balle. Et puis finalement, c'est tombé au niveau de ces profils, qui évoluent dans le conseil IT. Alors, une fois ces nouveaux canaux, entre guillemets, mis en place, ben, on a vu la naissance d'un écosystème de besoins qui sont nés pour supporter ces canaux. À titre d'exemple, quand Marjan, par exemple, lance la possibilité de faire des courses en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, ils ont besoin de support IT, ils ont besoin de quelqu'un qui va pouvoir chatter avec les clients au cas où la commande n'aboutirait pas. Ils vont avoir besoin de quelqu'un qui va peut-être gérer la réputation de l'entité sur les réseaux sociaux. Ils vont avoir aujourd'hui accès à beaucoup plus d'informations de par les commandes en ligne, mais c'est énormément de data. Ils savent qui achète quoi et où. Mais cette information reste de l'information brute. Ils vont avoir besoin de data scientists pour leur transformer cette information en outils de décision et en intelligence purement business. Il faut mettre en avant des deals avec des influenceurs, gérer les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, etc. Donc, il y a tout un écosystème qui est né et qui est né très rapidement. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je dirais que clairement, 2022 et 2023 va être, à mon sens, l'année d'accélération pour les profils digitaux et l'IT. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, naturellement, ben, ce sont quelque part les profils les plus rares / les plus volatiles. Alors, la question que tu m'avais posée en introduction, Ayoub, qui était, voilà, est-ce que, en gros, quels sont les métiers les plus touchés par la rareté et la volatilité des compétences? Alors, j'aimerais quelque part distinguer en fait je vois plutôt deux questions en une. Il y a aujourd'hui un problème sur certaines compétences qui sont disponibles, mais extrêmement volatiles sur le marché marocain. Je vais les adresser. Et puis, il y a un deuxième souci qui sont des compétences qui sont rares. Et elles sont rares, je vais en parler également. Alors, je vais commencer par les compétences volatiles. Et là, je parle clairement des profils IT dans leur généralité. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, on avait mené une étude je pense que c'était 2020 ou 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché marocain, il y a une vraie pénurie de cadres dans la quasi-totalité des métiers relatifs à l'IT, que ce soit sur le volet études et développement ou sur le volet production et exploitation. Et cette pénurie est due principalement, comme beaucoup d'entre vous le savent, d'abord à un appel d'air qui émanant principalement de l'Europe et de l'Amérique du Nord, mais surtout, on a eu une demande locale suite à la crise qui a explosé et qui a dépassé de très très loin les compétences disponibles sur le marché. Alors ça a eu un phénomène très intéressant qui a été le phénomène des freelanceurs qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui devient quelque part incontournable. Je pense que la plupart des entreprises aujourd'hui au Maroc font appel je parle encore une fois des grands groupes, font appel à des freelanceurs pour la partie IT, pas parce qu'ils le souhaitent, mais tout simplement, ils n'ont pas le choix. Alors, et ça, pour moi, c'est une vraie plaie parce que le freelanceur aujourd'hui est déguisé en CDI. Je m'explique. Un développeur full stack Java, par exemple, avec 2 ans d'expérience, qui en entreprise, en CDI, va valoir aujourd'hui peut-être 12 000 – 15 000 dirhams net par mois. En freelance, facture entre 2 500 et 3 000 dirhams jour hors taxe. Ça revient à dire 50 à 55 000 dirhams par mois de facturé, avec de la visibilité sur au moins 2 ans, les 2 prochaines années de mission, et de 2, une sollicitation incroyable. C'est-à-dire que le bonhomme, il décide de démissionner, le lendemain, il est repris quelque part d'autre. Et à mon sens, c'est vraiment ce phénomène-là, ce renchérissement quelque part, qui explique la volatilité de ces profils et surtout leur réticence à accepter des postes en CDI. Alors, les deuxièmes types de profils qui, eux, là, du coup,
sont rares sur le marché marocain sont clairement liés, comme je disais tout à l'heure, aux profils digitaux et au traitement de données. Alors, je pense notamment, encore une fois, à tous ces métiers qui sont nés autour de l'analyse de données, l'intelligence artificielle, le business intelligence, le marketing intelligence. Un petit clin d'œil pour Badr, mais le SIRH, la communication digitale, etc. Tout ce qui tourne autour de ces nouveaux canaux, entre guillemets, de distribution qui sont nés au Maroc. Et ceux-ci sont des métiers qui sont extrêmement demandés aujourd'hui, mais pour lesquels, malheureusement, les compétences sont rares. D'une, parce qu'il n'y a pas de formation adéquate au Maroc. Mais au-delà de ça, au-delà de la formation, on demande de la formation et de l'expérience. Sauf que cette expérience, pour pouvoir quelque part l'acquérir, et c'est le vieux dicton de la poule et de l'œuf. Hein. Donc, pour moi, 2023, on va voir un vrai sujet sur l'IT. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, l'État va devoir intervenir parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur ce marché-là ne fait plus aucun sens, aussi bien économique qu'autre. Hein. Et puis, on va devoir, je pense, investir au niveau des écoles pour essayer de combler quelque part ce gap qui s'est créé sur les compétences qui nous manquent aujourd'hui. Dernier sujet ou dernier point que je voulais également aborder et qui m'avait été demandé, c'est quelles sont aujourd'hui les attentes de ces chercheurs d'emploi. Comme je disais en introduction, on est en train de passer d'un marché qui est drivé par des employeurs à un marché qui est clairement drivé par des employés. Et ces employés-là, ou ces demandeurs d'emploi, d'une, ils ne veulent plus d'un cycle de recrutement qui soit très long. C'est-à-dire un cycle de recrutement qui dépasse 3-4 entretiens, vous avez une probabilité très élevée de perdre les candidats. On parle aujourd'hui également d'expérience candidat. La plupart des candidats que nous envoyons, ça nous arrivait vraiment rarement avant 2020, ils reviennent vers nous, ils disent non, finalement, j'ai eu un mauvais fit avec cette boîte-là, la façon dont on m'a traité en entretien, ça me donne une bonne idée de ce que ma vie va être au sein de cette organisation, donc merci, non. La rémunération, pour rebondir sur ce que tu disais également, Ayoub, par rapport à l'inflation, aujourd'hui, c'est clairement un vrai sujet. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé début de semaine dernière. Bon, je ne citerai pas le client, mais c'est un client à nous qui est basé à Barchid. On a recruté une personne pour lui. Et au bout d'un mois, cette personne-là a posé sa démission. Quand on l'appelle pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, il nous dit, écoutez, c'est très simple. J'ai 18% de mon salaire qui part en coût de déplacement. C'est pas tenable. Bon, finalement, le client lui a donné une voiture de fonction, mais ce sont aujourd'hui de vrais sujets. Alors, vous verrez également de plus en plus, et ça s'accentue déjà et ça s'accentuera encore plus l'année prochaine, les candidats, on va devoir être, nous, dans une posture, on va devoir leur vendre un projet. Et je ne parle pas d'une carrière, on va devoir leur vendre un projet. Vous allez avoir de plus en plus de candidats qui vont vous parler de méritocratie. Les candidats aujourd'hui ne veulent plus subir. Ils veulent que leur travail soit mis en valeur. Ils veulent avoir vraiment un programme clair, transparent en matière de développement des compétences, de leurs compétences. Et ça, je pense que Lilia rebondira là-dessus tout à l'heure. Mais au-delà de tout ça, et ça, c'est un sujet qu'on adresse quotidiennement, le vrai sujet, ça reste aujourd'hui la flexibilité au travail, notamment le télétravail. On a goûté, ou du moins on a ouvert cette boîte de Pandore pendant le confinement. Aujourd'hui, je vous mets au défi de recruter en CDI un profil IT sans que ces personnes-là, sans qu'ils aient accès à 1, 2 ou 3 jours de télétravail. C'est quasiment devenu un standard dans ce secteur, dans ce segment-là ou ces fonctions-là, le conseil et l'IT. Maintenant, le souci avec ça, c'est que ce que vous allez voir, déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont adopté, mais il y en a de plus en plus qui vont être obligées de le faire.
c'est qu'on ne peut pas cantonner le télétravail strictement à l'IT. À un moment, ça va créer un vrai problème en interne pour les DRH. Alors, à mon sens, le problème, c'est que si on avance et qu'on ouvre la porte du télétravail, c'est comment est-ce que nous, en tant que professionnels des fonctions RH, allons faire pour maintenir une cohésion d'équipe, créer une vraie culture d'entreprise. Alors, c'est possible. Ben, vous me direz, il y a des entreprises qui l'ont déjà fait et depuis 15-20 ans. Je pense à Google, par exemple. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui au Maroc la maturité professionnelle pour pouvoir se comparer à des structures comme ça? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Merci Ayoub. Merci Reda, c'était très riche. Sincèrement, j'avais d'autres questions à te poser, mais là, je pense que tu as épuisé. Bon, on va donner l'opportunité à Lilia. Je pense que tu lui as donné la perche, en fait, en lui parlant de formation au digital. C'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, Lilia, il t'a lancé la perche. Beaucoup de perches. Ah, Beaucoup de perches. effectivement, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, pour la formation et le développement, il répond à plusieurs questions, plusieurs questionnements de Reda, notamment par rapport à la formation au digital, qui aujourd'hui est devenue une nécessité. Donc, Lilia nous a préparé une présentation. Bon, ce que je vais faire, on va la laisser aller dans sa présentation. Voilà. Et puis en fonction de ça, on va voir s'il y a des questions à compléter, des choses à compléter. Et en fonction de ça, on va voir Reda et Badra. OK? Oui. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation? Mais elle n'est pas défilée. Donc, si vous pouvez… Alors, OK. Excusez-moi une minute. Peut-être la mettre en format diaporama et passer à la slide 5. Alors justement, j'ai essayé quand même de structurer ma présentation en slides, juste pour qu'on suive ensemble et pour vous donner un peu quelques axes sur les tendances et les perspectives de la formation suite à cette période chaotique que nous venons de passer. Et effectivement, merci Reda de m'avoir tendu quelques perches. Lilia, tu vois la présentation, c'est bon? Je suis toujours sur l'image, je ne sais pas si tout le monde voit la présentation, je suis sur l'image principale. Alors, super, très bien. Alors, cette première slide, justement, mon intervention va être axée sur comme je vous disais, sur les tendances et perspectives de la formation suite à cette période que nous venons de vivre. Donc, quelles sont ces tendances vers lesquelles nous nous dirigeons? Et en fait, pour rappeler un peu le contexte, un premier constat que nous pouvons faire, c'est que cette crise que nous venons de traverser a tout de même énormément bouleversé les organisations sur plein d'aspects. Donc économique, humain, sanitaire, tout le monde a été touché, aussi bien les patrons que les collaborateurs, quelle que soit leur fonction. Et en fait, c'est dans ce contexte qu'on a vu l'émergence, comme a dit Reda tout à l'heure, de nouvelles compétences, mais surtout aussi l'obsolescence d'autres compétences. On a vu de nouveaux besoins naître et d'autres disparaître complètement. Et c'est ce qui a le plus challengé les équipes RH et les équipes de formation pendant cette période-là. Deuxième phénomène, on a vu des attentes très fortes de collaborateurs pour se former en continu. Et là, je rebondis sur ce que tu disais, Reda.
effectivement, cette période a amené la nécessité d'apporter à chacun des réponses concrètes à des besoins immédiats de développement. Ça pouvait être sur autant de sujets que comment faire avancer le business, comment gérer la crise, comment performer dans mon métier ou même sur des sujets comportementaux. Donc, il fallait absolument accompagner ces besoins immédiats. Donc, ces besoins, il fallait y répondre. Et le digital et le distanciel se sont imposés pendant cette période comme des modalités incontournables pour accompagner, pour se former partout, à tout moment et sur n'importe quel outil. Donc, à cette étape-là, l'usage des classes virtuelles, par exemple, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ou les modules e-learning classiques, ont fait un bond en avant considérable dans tous les secteurs, aussi bien publics que privés. Et j'en parlerai tout à l'heure aussi. Et puis enfin, les entreprises, et tu l'as bien dit Reda tout à l'heure, se sont retrouvées devant une organisation du travail complètement chamboulée, complètement bouleversée, avec l'apparition du management hybride, où il a fallu gérer des équipes à la fois sur site et à distance. Et donc, encore une fois, un énorme challenge pour les managers, les équipes RH qui ont dû faire face à tout cela. Alors, la slide suivante. Donc, pour mieux... Si Ayoub. Alors, pour mieux visualiser ce que je viens de dire et toutes ces nouvelles exigences qui sont apparues, 2 études très intéressantes ont récemment été réalisées sur les perspectives en matière de compétences de demain. La première a été réalisée par le cabinet McKinsey. Elle a été menée auprès de 18 000 personnes. C'est une étude qui date de juin 2021. Elle a été menée auprès de 18 000 personnes dans 15 différents pays. En fait, ils ont analysé la typologie des métiers qui allaient disparaître et les métiers qui allaient émerger. Et en partant de cette analyse des métiers, McKinsey en a déduit les compétences de haut niveau qui deviendront demain les plus importantes à avoir et à développer. La conclusion de cette étude, que je vais vous présenter tout à l'heure, a dégagé 56 compétences. 56 compétences fondamentales qui ont été classées en 4 catégories. On va y trouver les catégories cognitives et les catégories digitales, comme a dit Reda tout à l'heure, et 2 autres catégories qui sont, elles, le développement interpersonnel et le self-leadership. Pourquoi je vous présente d'abord les axes? Parce qu'on remarque tout de suite, d'ores et déjà, avant de rentrer dans les détails, que 2 des 4 axes touchent à tout ce qui est quotient intellectuel et les 2 autres axes touchent à ce qui est émotionnel. On commence tout de suite à intégrer l'intelligence émotionnelle comme une partie intégrante des compétences de demain. On n'est plus sur du 80-20, on est sur du 50-50. Et ces compétences attendues demain sont associées à une très forte probabilité d'employabilité élevée, comme tu l'as dit Reda. On recherche activement ces profils-là, avec des salaires plus élevés et également un épanouissement au travail, parce que vu leurs exigences, vu leur profil, c'est des gens qui vont attendre énormément de leur employeur en termes de développement des compétences. La slide suivante, si Ayoub.
Donc, très rapidement, premier axe, compétences cognitives. On va tout de suite aller vers des besoins de plus en plus vers des personnes qui ont la pensée critique, des personnes qui communiquent, des personnes qui savent planifier et qui sont méthodologiques dans leur travail, et également des personnes qui vont avoir une flexibilité mentale, c'est-à-dire plus de créativité, plus d'imagination. On va sortir des sentiers battus. On va avoir des gens plus créatifs et plus ouverts à des choses différentes. Le deuxième axe, c'est Ayoub. C'est Ayoub, تخدم معايا بزاف. Non, mais allez, tu sais, ça prend un petit peu de temps entre passer la slide et l'affichage. C'est Oui, la je suis d'accord. digitalisation. Alors, je crois qu'il y a une slide qui a sauté parce que le deuxième axe est, L'interpersonnel. c'est l'interpersonnel. Donc, les compétences interpersonnelles seront très demandées demain. On veut des personnes qui sachent mobiliser leurs équipes. On attend des personnes qui sachent négocier, qui sachent avoir une vision inspirante pour les autres, porteurs de projets structurants pour faire grandir leurs équipes. On parle beaucoup d'empathie, de confiance, d'humilité, de sociabilité. Voici les exigences des compétences de demain. Et le travail en équipe. On est dans le partage, on est dans la collaboration, on est dans la responsabilisation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on change de paradigme par rapport à la manière dont nous avons travaillé il y a encore quelques années. Voilà, aujourd'hui, nos collègues sont presque nos égaux et nous travaillons ensemble pour avancer. Le troisième axe, c'est le leadership personnel. Et là, on est vraiment dans le quotient émotionnel et l'intelligence émotionnelle, conscience de soi et la gestion de soi. Avant d'aller vers les autres, il faut que je puisse être capable de me connaître, de connaître mes forces, développer mon estime de soi, être motivée et m'occuper de moi, mon bien-être, pour pouvoir faire de belles choses par la suite. Courage, prise de risque, conduire les changements, les innovations, tout ça pour une atteinte d'objectifs bien clairs. Dernier axe pour les compétences de demain, c'est le digital. Ce n'est pas une surprise. Voilà, avoir une culture du numérique, maîtriser l'outil du numérique, avoir une éthique numérique. Voilà, tout ce qui on est purement dans le technique ici, mais je voulais vraiment qu'on dénote, qu'on voit un peu sur ces 4 axes la proportion de la partie humaine, la partie sociale, la partie collaborative, partage en parallèle à tout ce qui est technique et tout ce qui est hard skills, comme on dit. Alors, prochaine slide. Donc, en parallèle à cette étude, et ce qui confirme aussi les résultats de l'étude McKinsey, la 3e édition du forum Future of Jobs du World Economic Forum a confirmé tout cela en listant les 10 compétences clés à développer d'ici 2025. On y trouve un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On va aller de la résolution de problèmes complexes jusqu'au leadership et influence sociale, créativité, résilience, intelligence émotionnelle, etc. Alors, on peut à ce moment-là se demander, mais comment on va adresser tous ces nouveaux besoins compétences? Et bien évidemment, la réponse est par la formation. En fait, c'est grâce à la formation
qu'on pourra atteindre ou développer ces compétences parce qu'on sait que la formation professionnelle est un véritable levier de transformation et que c'est aussi un levier puissant pour lutter contre l'obsolescence des compétences. On doit se renouveler en permanence, on doit s'adapter avec notre temps, on doit être agile et donc on doit faire face à la vitesse à laquelle les métiers aujourd'hui évoluent chaque jour. Voilà. Donc, on a besoin d'entretenir et de développer toutes ces nouvelles expertises et tous ces nouveaux skills. Effectivement, si Ayoub, je ne le savais pas moi-même avant d'avoir fait mes petites recherches. Non, restez sur la même slide. 70% des formations sont organisées aujourd'hui en mode blended. Et ça, c'est un chiffre que j'ai trouvé pour le secteur public. Alors, imaginez le secteur privé. Aujourd'hui, le blended a vraiment intégré tous les différents types de modalités de formation qui existent sur le marché. Ils sont en plein boom. Le blended est en plein boom. Et je vous informe que un chiffre que j'ai trouvé, que la classe virtuelle, suite à une étude qui a été faite par un institut, c'est un institut de formation, l'ISTF, c'est un centre de formation français qui est 100% dédié aux professionnels de la formation. Il a mené une étude et la classe virtuelle a gagné 10 points entre 2016 et aujourd'hui en termes d'efficacité. Voilà. Elle est passée de 69% d'efficacité à 85% d'efficacité en 6 ans. 6 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, soyons agiles nous aussi. D'ailleurs, la preuve en est aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu que le présentiel perd un peu en vitesse, mais il ne va jamais disparaître. Nous avons besoin de garder ce contact avec nos participants. Et donc, on s'est adapté. Voilà, l'humain s'est adapté en créant le blended learning et en s'adossant du digital, sur le digital pour former plus. Et on va en parler tout de suite. Donc, d'autres formats ont aussi émergé, les modules e-learning, les classes virtuelles, mais aussi ce qu'on appelle les fast learning et les micro-learning. C'est de la formation rapide, moins de 15 minutes pour les fast learning et autour de 2 minutes pour le micro-learning. Ce sont en général des formats capsules ou vidéos ou des contenus sur étagère ou sur mesure qui sont vraiment pointus. Donc, vous imaginez, on passe du module e-learning qui tourne autour de 30 minutes, 45 minutes, au micro-learning qui ne doit pas dépasser les 2-3 minutes. Voilà. Donc, on voit qu'on a tout un panel devant nous de modalités d'apprentissage. À nous de nous adapter et à nous de trouver dans nos ingénieries de formation en entreprise la meilleure modalité pour le meilleur besoin. Je finis par le podcast. Le podcast est aujourd'hui très en vogue. Tout le monde, beaucoup de grands groupes créent leur propre radio. Maintenant, on passe aux radios d'entreprise. Donc, c'est un format extrêmement intéressant qui permet de mieux mémoriser les messages. Et donc, l'entreprise, le manager, s'appuie sur les podcasts pour faire passer des messages très clairs où l'émotion de la voix va jouer un rôle aussi dans la transmission de ce message. Slide suivante. Et finalement, quels ont été les différents facteurs favorables au e-learning? D'abord, ce grand projet de transformation digitale que le monde est en train de vivre, et le Maroc également. Ça a été une composante qui nous a projetés en avant, sans transition. On a été obligés de nous adapter et de faire avec.
On a aussi, et je sais qu'aujourd'hui, peut-être moins avant le Covid, mais de plus en plus maintenant, c'est l'investissement massif des grandes universités mondiales dans des formations internationales ouvertes au grand public. Je parle des MOOC. Vous avez Harvard, vous avez McGill, vous avez aujourd'hui plein d'universités françaises, mais les précurseurs ont été les universités anglo-saxonnes qui ont ouvert certains de leurs programmes de formation au grand public gratuitement. Gratuitement. On peut se former à tout. On peut se former à la cuisine, on peut se former à la gestion de projet, on peut se former à des choses très techniques, au marketing digital, whatever you want, vraiment gratuitement. Cherchez, formez-vous, inscrivez-vous à des MOOC. Alors, la seule chose qui pourrait éventuellement être payante, c'est si on souhaite avoir un certificat. La formation est gratuite. L'acquisition ou l'envoi d'un certificat est payante et encore, ce n'est pas très cher. Troisième volet ou troisième grand facteur qui a été favorable au e-learning dans le monde et au Maroc, c'est l'agilité dans la technologie. Aujourd'hui, la technologie a montré ses preuves. On est passé des plateformes lourdes, des serveurs lourds pour les formations à distance aux plateformes sur le cloud, open source, agile, malléable et facilement utilisable. Slide suivante. Et finalement, ce e-learning, qu'est-ce qu'il permet? Il permet, première chose, un suivi minutieux, précis des indicateurs de formation, de performance de la formation. Plus besoin des grands tableaux Excel, des listes de présence que nous devons saisir sur notre SIRH et en faire la synthèse. Les plateformes e-learning font tout ce travail pour nous. On peut suivre la présence, on peut suivre le taux de connectivité, on peut suivre la fréquence de la connectivité, on peut mettre en place des quiz dans le mail, dans les e-learning, dans les formations et avoir une synthèse de ces quiz. Le e-learning nous permet donc un pilotage de la performance, de la formation par la performance. Il nous permet un déploiement massif de la formation. On peut un module le dupliquer autant de fois qu'on veut et cela est très intéressant pour les structures en réseau qui ont des directions régionales ou des agences ou les ministères. Je paye un module, je développe un module, mais 5000 personnes pour se connecter à ce module-là. Et ça passe très bien, ce qui marche très bien aussi chez les entreprises, c'est les onboarding, c'est les programmes d'intégration des nouvelles recrues. On utilise de plus en plus le e-learning pour mettre en place ces programmes d'intégration déployables en illimité. Et dernier point, c'est l'intégration du e-learning dans un dispositif global et complet. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le présentiel va être appuyé par des webinaires et pouvoir apporter un appui aux apprenants tout au long de leur formation. Voilà. On ne sera pas obligé d'attendre la formation en présentiel pour nous former. On le sera en permanence grâce à l'hybride, au blended. Au Maroc, il faut savoir que franchement, le e-learning a connu une accélération fulgurante dans le monde ces dernières années et fulgurante au Maroc également. Vraiment, notre pays n'est pas en reste de tout ce qui a été vécu à l'international. Alors, l'une des spécificités de notre pays, et je pense que ça va être une agréable surprise pour nos auditeurs, c'est que l'administration publique marocaine a énormément contribué à cette réussite. Ils ont beaucoup, pour la plupart, adopté le e-learning et ils ont même été précurseurs. Je pèse mes mots. Les premiers ministères à avoir intégré le e-learning au Maroc l'ont fait au début des années 2000.
donc au tout début du e-learning, il y a plus de 20 ans. Et je parle notamment de l'expérience pilote qui avait été menée par le ministère des Finances à l'époque, qui avait carrément un service digital learning, qui ne faisait que ça. Deuxième chose, donc c'est l'administration. Troisième chose, c'est que le Maroc, notre pays, aujourd'hui, a créé ce qu'on appelle l'ADD. C'est une agence de développement du digital. Et cette agence a été créée, elle a pour mission, elle est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'État en matière de développement du digital. Elle est aussi chargée de promouvoir tous les outils numériques pour qu'ils soient utilisés non seulement auprès de l'administration, mais aussi des entreprises et des citoyens. Il faut savoir que certains projets e-learning, notamment dans l'administration publique, ont pour cible les citoyens. Je parle, par exemple, des élus qui vont bientôt avoir une plateforme pour être formés. Et en conclusion, parce que peut-être que j'ai pris un peu de temps, je voudrais lancer 2 messages. Parmi nous, des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, parmi nous aussi des patrons ou des responsables d'entreprise. J'aimerais dire aux étudiants, soyez curieux. Un conseil, soyez actifs en milieu associatif, par exemple. Diversifiez vos centres d'intérêt. Il faut absolument que vous développiez vos soft skills parce que demain, c'est grâce à cela, enfin, ce sont les soft skills qui seront les pièces maîtresses de votre réussite en entreprise demain. Apprenez à apprendre toute votre vie. L'apprentissage ne va pas s'arrêter à l'obtention de votre diplôme. Et aujourd'hui, la transformation digitale vous donne déjà une très belle opportunité d'apprendre en permanence. Je voudrais vous conseiller aussi de vous adapter. Adaptez-vous à toutes les nouvelles situations que vous allez vivre. Adaptez-vous sur le terrain quand vous aurez des choses nouvelles à mettre en place. Apprenez à être un bon coéquipier, un bon team leader, un bon collègue. Vous ne serez jamais déçus. Et surtout, soyez passionnés par ce que vous faites. Parce que la passion, elle vous donnera des ailes et elle vous procurera beaucoup de plaisir au travail. Aux entreprises, je dirais, osez accueillir des profils atypiques. Sortez des sentiers battus. La rencontre entre des profils différents au sein de votre entreprise va favoriser la créativité, l'agilité. Elle créera des étincelles que vous n'imaginerez même pas. N'ayez pas des profils lisses. Soyez une entreprise apprenante. Il faut donner l'exemple parce que les personnes apprennent beaucoup des exemples autour d'eux et soyez un manager exemplaire pour qu'on vous prenne comme exemple, surtout pour les jeunes que vous allez intégrer. Soyez généreux en partage de connaissances. Mettez en place cette culture au sein de vos entreprises parce que l'intelligence collective va faire des miracles si tout le monde a accès à la connaissance. Et offrez à vos collaborateurs toute cette multiplicité de canaux d'apprentissage. Donnez-leur envie d'apprendre et vous ne serez pas déçus non plus. Merci de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais je voulais partager avec vous vraiment ce maximum d'informations sur ce que nous vivons aujourd'hui dans la formation au Maroc et ailleurs. Merci Lilian. Bon, on t'a écouté avec beaucoup de passion, et parce que tu étais passionné, ça c'est sûr. Donc, merci d'avoir partagé avec nous les compétences clés aujourd'hui et demain, aussi les mécanismes pour les mettre
en œuvre et pour aussi, merci pour tes messages motivationnels. Merci beaucoup, c'est Ayoub. Très bien. Donc, sans tarder, peut-être on va maintenant plonger à l'intérieur de l'entreprise à travers Badr, qui est à l'intérieur de l'entreprise et qui va nous parler plutôt de la culture de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que en parallèle du recrutement, en parallèle du développement, en parallèle de la formation et du recrutement et du développement des compétences et toute la partie digitale, c'est sûr qu'il y a une culture qui accueille ces gens. Et c'est sûr qu'on va devoir donner beaucoup, beaucoup aussi d'importance à cette culture pour qu'elle soit la plus accueillante, la plus, je dirais, je ne vais pas spoiler la présentation de Badr. Et donc, je donne la parole à Badr pour nous présenter son intervention par rapport à la culture d'entreprise. Badr, tu nous écoutes? Merci Ayoub. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de prendre part à ce webinaire, tant plus que mon intervention porte sur un sujet d'une importance capitale qui est celui de la culture d'entreprise. Même si aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises marocaines, la culture reste une préoccupation secondaire et on ne comprend pas toujours sa puissance et sa dynamique. Et pourtant, donc, c'est un levier de transformation puissant et un facteur de pérennité. Peter Drucker disait « La culture mange la stratégie au petit déjeuner » pour souligner un peu l'importance de l'alignement entre la stratégie et la culture d'entreprise. Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à trois questions majeures. D'abord, est-ce que la culture corporate est toujours alignée à la stratégie? Est-ce que la culture apporte-t-elle de la résilience lorsque les temps sont durs? Et puis enfin, comment façonner et faire évoluer la culture d'entreprise? Et je commencerai d'abord par définir ce que c'est que la culture d'entreprise. Alors, si vous pouvez... Très bien, là c'est bon, Alors, c'est quoi la culture d'entreprise? Alors, la culture d'entreprise, c'est l'ensemble des pratiques, traditions et méthodes partagées au sein d'une organisation. Alors, elle est composée d'éléments tangibles et d'éléments intangibles. Alors, quand on parle d'éléments tangibles, on parle de quoi? Des normes de travail, de styles vestimentaires, des symboles, des règles, vocabulaire spécifique entre équipes. Les éléments intangibles, donc on parle de l'ambiance, du mode relationnel, des rituels, des modes décisionnels et aussi types de collaboration et autres. Alors, la culture d'entreprise, d'une certaine manière, c'est l'ordre social tacite d'une organisation. Elle est importante dans le sens où elle façonne les attitudes et les comportements de manière variée et durable. Et ce qu'on appelle les normes culturelles, ils définissent ce qui est encouragé, déconseillé, accepté ou rejeté au sein d'un groupe. Et quand elle s'accorde avec les valeurs, avec les motivations, avec les besoins personnels, eh ben, la culture peut libérer des quantités considérables d'énergie en vue d'atteindre un objectif ou une finalité commune. Alors, après avoir défini ce que c'est que la culture d'entreprise, il est important de pouvoir identifier les différents styles de culture d'entreprise. Alors, j'ai choisi de vous présenter le modèle Spencer Stewart. Alors, c'est un modèle qui est construit sur deux axes. Alors, vous avez l'axe interaction entre les individus et la réaction au changement. Et puis, vous avez quatre dimensions. L'indépendance, donc au niveau horizontal, vous avez l'indépendance et interdépendance. Et au niveau vertical, vous avez flexibilité et stabilité. Alors, les cultures qui tendent vers l'indépendance accordent davantage d'importance à l'autonomie, à l'initiative individuelle et à la concurrence entre les individus. Alors, celles qui tendent vers l'interdépendance mettent en avant la gestion des relations et la coordination du travail de groupe. Et généralement, ils considèrent la réussite par le prisme du groupe. Et ça, c'est très important. Alors, par rapport à l'axe réaction au changement, donc, certaines cultures mettent l'accent sur la stabilité, en accordant la priorité à la cohérence,
à la prévisibilité et au maintien du statu quo. Donc, ces entreprises qui sont dans le statu quo, qui ont du mal à changer, à évoluer. Et d'autres, en revanche, privilégient la souplesse, l'adaptabilité et la réactivité au changement. Donc, celles qui favorisent la stabilité tendent à suivre des règles, à avoir recours à des structures de contrôle et renforcer la hiérarchie et à viser l'efficacité. Celles qui montrent une préférence pour la flexibilité, elles tendent à accorder la priorité à l'innovation, à l'ouverture, et ils sont aussi orientés long terme. Donc là, c'est les différences justement majeures entre les deux axes. Et donc, le croisement des deux axes et des 4 dimensions permet de définir 8 styles de culture d'entreprise. Apprentissage, finalité, plaisir, bienveillance, résultat, ordre, autorité, sécurité. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais style, donc chaque style a des avantages et des inconvénients. Alors, il y a peut-être des styles qui coexistent mieux que d'autres, certes, mais l'intérêt justement de l'exercice, l'intérêt étant d'identifier les styles d'une entreprise les plus marquants. Quels sont les 2-3 styles les plus marquants? Est-ce que ces styles-là, est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils sont alignés à la culture, à la stratégie de l'entreprise? Est-ce que ces styles-là correspondent à la culture cible? Et si ce n'est pas le cas, comment peut-on faire évoluer la culture de l'entreprise? Quels sont les styles qu'il faut renforcer? Quels sont les styles qu'il faut atténuer? Donc, c'est l'intérêt justement de cet exercice. Et généralement, on réalise des enquêtes qui se font auprès de collaborateurs, auprès du management, pour pouvoir justement identifier les styles les plus marquants. Alors, donc je disais que chaque style avait des avantages et des inconvénients. Donc, si Ayoub, si vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc là, vous avez les avantages et les inconvénients de chaque style. Alors, si on prend par exemple l'apprentissage, les avantages, c'est qu'il améliore l'innovation, l'agilité et l'apprentissage organisationnel. En revanche, les inconvénients de ce style, c'est l'attachement à l'exploration qui peut conduire à un manque d'attention et une incapacité à exploiter les avantages existants. Vous avez aussi le style résultat. D'ailleurs, les études, les enquêtes montrent que les styles les plus marquants qu'on retrouve dans la majorité des entreprises, c'est style bienveillance et résultat. Donc, si on prend le style résultat, l'orientation résultat, donc les avantages, il améliore l'exécution et le renforcement des capacités et la poursuite de l'objectif. Donc, en revanche, il y a un attachement excessif à la production des résultats qui peut entraîner donc une dégradation de la communication entre les collaborateurs et bien évidemment parfois du stress et de l'anxiété. Alors, plusieurs études convergent pour dire qu'aujourd'hui, la quête de sens est devenue un facteur important de motivation des collaborateurs et notamment pour les nouvelles générations. Et donc, il est opportun de renforcer le style finalité en mettant l'accent justement sur les idéaux communs et la contribution d'une plus grande cause. Et là, on parle bien évidemment de la RSE. Et donc, alors, on a aussi, si on prend l'exemple d'une entreprise qui est orientée innovation, ben c'est une entreprise qui doit renforcer le style d'apprentissage. Ça, c'est indispensable. Et atténuer le style ordre et sécurité. Parce que le style sécurité, c'est le fait justement de maîtriser les risques, de verrouiller les risques, et ça n'encourage pas forcément la prise d'initiative et l'innovation. Donc, il y a un travail, donc c'est un travail finalement de calibrage que chaque DRH, que chaque dirigeant doit pouvoir faire pour aligner justement sa culture d'entreprise avec sa stratégie. Et encore une fois, donc quels sont les styles les plus marquants, mais il faudrait d'abord être conscient de ces styles-là. Quelle est la culture justement cible et quel calibrage à faire. Alors, maintenant, quelle démarche et quelle démarche mettre en place pour faire évoluer sa culture d'entreprise? Alors là, je vous propose une démarche en 3 phases. Donc,
une démarche en 3 phases. D'abord, la réalisation d'un diagnostic. Ça, c'est très important. Et généralement, les diagnostics se font via des questionnaires auprès des collaborateurs, auprès du management. Donc, il est important de connaître sa culture actuelle. Donc, la réalité de l'entreprise avec ses forces et ses faiblesses. Il est important de mesurer la convergence culturelle. Et c'est un élément important. Et la convergence culturelle détermine la force d'une culture d'entreprise. La convergence, elle se situe à 2 niveaux. D'abord, le management par rapport aux collaborateurs. Est-ce qu'il y a des écarts importants, des écarts de perception entre le management et la perception des managers par rapport à la perception des collaborateurs? Et puis, il y a la convergence culturelle entre collaborateurs. Alors, si vous faites une enquête et que vous avez la majorité des collaborateurs qui identifient 2 ou 3 styles comme étant marquants et donc il y a un alignement, à ce moment-là, c'est une culture qui converge. Si en revanche, il y a des écarts et des différences majeures, là, ça pose problème. Donc, et bien évidemment, il faut définir la culture cible. Quels sont les objectifs? Et donc, ça émane bien évidemment de l'environnement de l'entreprise, ça émane de la stratégie de l'entreprise. Et bien évidemment, il y a des écarts à combler. Donc, ces écarts, il faut les combler par un changement culturel. Donc, il faut mettre en place un plan d'action donc, qui va porter donc, un plan d'action. Quels sont justement les styles à renforcer, par quels moyens, quels outils, quel budget, et puis aussi le recrutement. Donc, quel profil recruter, quel manager, quel dirigeant recruter. Donc, d'autant plus que le leadership et la culture sont étroitement liés. Il faut recruter justement des collaborateurs dont le style de management est aligné avec la culture, notamment pour des postes de management et des postes de dirigeants. Et puis même aujourd'hui, pour le recrutement des administrateurs de sociétés, on prend en compte cet élément. Alors, donc, par rapport à la démarche, donc, première étape, donc, comprendre la culture actuelle. Donc, on examine la culture actuelle de l'entreprise, ses fondements, les valeurs qu'elle embrasse, donc ses sous-cultures, le style de leadership et la dynamique de travail d'équipe. Bien sûr, on identifie les forces et faiblesses de chaque culture. Ensuite, on va identifier la culture perçue par les collaborateurs au niveau de convergence. Donc, une faible convergence donc, signifie que les employés sont rarement d'accord sur les caractéristiques culturelles. Une forte convergence signifie que les points de vue sont alignés. Ça, c'est très important. Et lorsqu'il y a une forte convergence, ça signifie aussi qu'il y a une culture d'entreprise forte. Analyser l'environnement externe. Donc, la troisième étape, c'est formuler un objectif de culture d'entreprise. Donc, il faut bien évidemment analyser l'environnement externe, les orientations stratégiques actuelles et futures, et déterminer donc les styles qui devront être renforcés ou atténués. Bien évidemment, donc, il y a des styles qui coexistent plus facilement. Par exemple, l'ordre et l'apprentissage ont du mal à coexister. Puis il faut formuler donc l'objectif de la culture en fonction des styles aussi qui appuieront les futurs changements parce qu'il faut se projeter. Donc on va identifier une culture cible en fonction des changements à venir et pas de la situation actuelle. Parce que le travail sur la culture, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se fait sur du court, moyen et long terme. Et donc, on se projette sur un horizon au moins moyen long terme. Et puis, quatrième étape, c'est de sélectionner et former les managers qui s'aligneront avec la culture visée. Donc, des candidats au recrutement pour des postes de management doivent être évalués en fonction de leur degré d'adéquation à la culture visée. Et puis, il y a des programmes de formation et de sensibilisation à mettre en place pour expliquer, pour accompagner les managers sur l'importance de la culture et sur l'impact sur les résultats stratégiques de l'entreprise. Donc, voilà quelques éléments de réponse par rapport justement aux questions, initialement posées. Donc, quelques éléments pour structurer un petit peu la démarche en matière d'évolution de la culture d'entreprise.
Merci Badr. C'est vrai que toutes les interventions étaient riches, le débit il était élevé. C'est vrai que en 15 minutes, on a reçu des gigas d'informations de vous trois. Donc, il est 19h10. Je pense que on a dépassé 1 heure qu'on avait prévu. Mais en tout cas, si vous voulez, on peut rester encore, poser quelques questions. Reda, Lilia, vous n'avez pas de problème. Est-ce qu'on peut rester encore quelques minutes? Bien sûr, sans problème. Ok, très bien. Très bien. Alors Reda, peut-être je vais revenir vers toi. Je ne vais pas donner beaucoup de questions, mais juste une question en fait qui est liée aujourd'hui à l'inflation au coût de la vie aujourd'hui. C'est sûr que tu l'as confirmé et tu l'as dit. Aujourd'hui, on assiste à un retournement de situation, d'accord? Donc, et un déséquilibre, bon, si on peut appeler ça déséquilibre, entre les candidats et les entreprises, d'accord? Donc, ce sont les candidats qui commencent aujourd'hui voilà, à avancer des exigences, à être plus exigeants. Et donc, sur le plan, moi je reviens sur le plan salaire. Est-ce que vous ne pensez pas que sur la partie digitale et sur la partie profil IT, on revient aux années 90 où à un moment donné, on avait vécu presque le même phénomène dans les débuts des années 90 avec les ordinateurs, avec les technologies. Est-ce qu'on ne revient pas à ça? Et donc, parce qu'à un moment donné, on a vu des entreprises qui étaient hypothéquées par des salaires, des gros salaires, qu'ils ne pouvaient pas supporter par la suite. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que les entreprises vont vers ce sens, vers le sens où ils peuvent s'hypothéquer par des salaires élevés qui peuvent les mettre en difficulté? Écoutez, Ayoub, c'est une excellente question. Moi, je ne remonterai pas jusqu'aux années 90. Moi, j'irai tout simplement au début des années 2000 jusqu'à peu près 2007, 2008, voire 2010, où au Maroc, on a connu un vrai engouement des expatriés. Oui, Mais ça, c'était encore une fois, c'était tout simplement une réponse du marché pour un manque de compétences disponibles sur le marché marocain. Et puis aujourd'hui, je vous mets au défi voilà, il reste encore quelques expatriés naturellement, mais très peu d'entreprises marocaines font appel à des expatriés. Si, quand bien même ils prendraient des étrangers, ce seraient des étrangers avec des contrats locaux. Mais aujourd'hui, clairement, il y a un surenchérissement sur les profils IT et digitaux qui est clair et qui est net. Alors, encore une fois, je distingue deux types de profils. Les profils IT qui sont disponibles, qui ont des compétences recherchées et disponibles au Maroc. Donc, cela, clairement, il y a une grosse inflation en termes de prix. Et ça date de. Nous, on a commencé à le constater, je pense que c'était en 2017-2018. Aujourd'hui, la plupart des grosses structures, notamment je parle des banques, des assurances, des opérateurs télécoms, vous allez voir leur direction ici. Je dirais que facilement un tiers, si ce n'est pas la moitié des collaborateurs sont des freelanceurs. Mais sauf que là où ça commence un petit peu à poser problème, où ça va créer un souci, ce sont des freelanceurs qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est comme vous qui êtes à IP, vous allez pouvoir, désolé, tu vas pouvoir comprendre mon exemple, mais c'est comme si je te parlais de l'intérim. Aujourd'hui au Maroc, l'intérim est, on va dire, quasi exclusivement orienté vers une population de col bleu. Sauf que l'intérimaire, quand tu l'as dans une usine et qu'il est là depuis 4, 5, 6 ans, à ses yeux, il est assimilé à un CDI. Sauf qu'il n'a pas les mêmes avantages que le bonhomme qui est en CDI. Avec les profils IT, aujourd'hui, on vit l'inverse. Il côtoie
des personnes qui sont au CDI, sauf qu'ils touchent 4 fois plus que lui. Donc, quel Ouais. intérêt est-ce qu'il a à rester en CDI? Mais voilà, mais clairement, et moi je pense que c'est un phénomène, il va y avoir un retassement du marché. À mon avis, ça va d'abord commencer par une intervention étatique qui va devoir un peu réglementer un peu tout ça, parce que c'est un peu, il y a un cadre, je pense, légal qui a besoin d'être renforcé là-dessus. Mais on va arriver à un retassement de ça, c'est certain, parce que l'équation, encore une fois, économique ne fait tout simplement pas de sens. Oui. Merci, mais tu confirmes qu'aujourd'hui, il y a un renchérissement de, Ah non, voilà, des. clairement, clairement. Effectivement. Mais par contre, pour répondre à pour remarquer pointer du doigt ce que tu as dit, Ayoub, ce renchérissement n'a rien à voir avec l'inflation qu'on est en train de connaître, hein, OK. sur un point de vue salaire ou prix. Enfin, plutôt prix, parce que les salaires, je pense, n'ont pas encore commencé à bouger. Je pense que la seule chose qui nous protège un petit peu, c'est que le fait que, bon, c'est une inflation, on va dire, à l'échelle mondiale. Le Maroc n'est pas une exception aussi bien mondiale que régionale. Oui, oui, excellent. Merci beaucoup, merci Reda. C'est moi. Alors, pour Lilia, peut-être une question sur la digitalisation. Et est-ce que, bon, une question, est-ce que digital au Maroc? Ça a coupé. Est-ce que vous sentez qu'on a pu en fait passer le cap et être à la hauteur de cette révolution technologique et révolution de digitalisation? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Je pense que les efforts qui ont été déployés ont été conséquents. Je pense aussi que la prise de conscience au niveau gouvernemental a fait que les choses se sont accélérées. C'est une politique nationale qui a été appuyée aussi dans le cadre de des dernières études qui ont été faites pour le Maroc. Et le besoin s'est fait ressentir immédiatement. Et ce que je vous dis là, ce sont des choses qui se sont déroulées bien avant la crise sanitaire. Donc le Maroc s'est préparé à ça. Il y a eu probablement une accélération du fait du Covid, mais c'était une prise de conscience qui était en place bien avant. Donc oui, je pense qu'on n'a rien à envier aux pays occidentaux, par exemple, qui pourraient être en avance sur ça. Techniquement, le Maroc se positionne très très bien. Nous avons une culture digitale qui s'est très très bien développée chez nos jeunes. Nos modules, nous avons des structures aujourd'hui qui conçoivent des modules en ligne. Nous avons des structures marocaines, nous avons des filiales de multinationales qui se sont implantées au Maroc. Les ministères, comme je vous ai dit, le secteur public est très en avance. Aujourd'hui, vous avez le ministère du Tourisme, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie. Nous avons aussi le ministère de l'Intérieur et j'en passe, qui sont aujourd'hui équipés et qui déploient des modules de très grande qualité à leurs collaborateurs. Donc, pour vous répondre, Ayoub, je pense qu'on est très, très bien avancé. On est sur la bonne voie et charge aux managers, aux patrons de s'ouvrir à ces opportunités de développement de compétences de leurs collaborateurs pour offrir la plus grande diversité et voilà, et les accompagner dans leur progression en interne. Merci, merci. Tu nous rassures. Excellent.
Sinon, alors, il y a une question sur la culture, peut-être si Badr, si tu peux nous répondre. Alors, aujourd'hui, face aux défis actuels, face aux contraintes actuelles, on parle beaucoup, en fait, on parle beaucoup de la culture résiliente. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait, peut-être en se référant à ce que tu as présenté comme modèle de culture, euh, comment peut-on présenter ou définir une culture résiliente? Et qu'est-ce qu'elle pourra rapporter ou apporter aujourd'hui à l'entreprise actuelle et aux leaders RH comme solution pour avancer et surmonter les défis? Eh bien, alors, disons que les études qui ont été réalisées sur les organisations résilientes montrent qu'il y a 5-6 ingrédients ou marqueurs majeurs. Il y a d'abord donner plus d'autonomie et responsabiliser davantage les collaborateurs. Ça, c'est un marqueur important. La capacité d'entreprise à trouver un équilibre maximisé entre l'intérêt de l'individu et l'intérêt collectif. L'instauration d'un climat de confiance, ça c'est très important. La reconnaissance et gratitude. Quand on a un système de classification, de rémunération, un système de management de la performance qui reconnaît le mérite, qui reconnaît la performance, c'est un point important. Les liens sociaux forts entre les collaborateurs. Et puis, le dernier marqueur qui est celui de la prise d'initiative et d'innovation. Et donc, ces ingrédients, on les retrouve davantage dans les styles bienveillance, finalité, apprentissage. Et donc, autrement dit, le renforcement justement de ces styles permet de renforcer justement l'aspect résilience d'une organisation. Merci, Badr. Merci, Badr. Alors, j'ai des questions de l'audience. Alors, je vais choisir quelques questions. Donc, je commence par une question sur l'axe de formation. Donc, pour l'axe de formation à distance, nos entreprises font-ils d'abord des études préalables concernant l'acceptabilité de ces innovations technologiques par les collaborateurs? Donc, la question, c'est est-ce que les entreprises, en fait, est-ce que les entreprises la question n'est pas très claire. Est-ce que les entreprises font d'abord des études préalables concernant l'acceptabilité de ces innovations technologiques? Je ne sais pas. Est-ce que la question est claire pour vous? Bon, je peux comprendre un peu la question, même si elle n'est pas très, très claire. Non, en général, l'entreprise ne fait pas d'études d'adaptabilité. L'entreprise répond d'abord à ses besoins business. Et c'est à partir de là qu'elle va voir quelles sont les innovations qu'elle va mettre en place. En termes de formation, là aussi, c'est peut-être pas un besoin business, mais un besoin des collaborateurs. Et donc, quand il y a un besoin de formation qui est diversifié et qui touche plusieurs domaines, plusieurs secteurs, et avec une répartition de la population à l'échelle nationale, on optera pour une modalité ou une autre en fonction du besoin. Donc, aujourd'hui, franchement, la technologie est devenue un passage obligé. Et quand on va vouloir former des gens, plusieurs personnes, des effectifs élevés et une disparité régionale, on tranchera pour aller vers le e-learning très rapidement. Mais on ne demande pas aux gens s'ils veulent. C'est-à-dire que ce sont des décisions. On subit plutôt on subit à la fin. Voilà. Je pense que tout le monde subit les avancées technologiques. Voilà. On a tout intérêt à être dans une entreprise agile. Voilà. Oui, effectivement, c'est pour cette raison que l'agilité aujourd'hui figure parmi les compétences clés. C'est cette capacité
entre parenthèses, suivre, d'accord, et pas subir, en fait, c'est suivre et pas subir. Exact. Excellent. Voilà. Il y a une question sur l'innovation technologique. Est-ce que l'innovation technologique impacte-t-il le capital humain? Bien sûr, parce que c'est l'humain qui va utiliser cette technologie et donc il va apprendre de nouveaux outils, à utiliser de nouveaux outils. Il va gagner du temps avec ces nouveaux outils, il pourra faire autre chose avec ce temps qui a été réduit. Oui, il impacte positivement le capital humain. Reda, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, à l'innovation? Oui, moi, ce que j'allais dire, bon, c'est pas très positif, mais c'est pour compléter peut-être le point de vue de Lilia. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est l'intelligence artificielle. Pour donner un exemple, dans le métier aujourd'hui du recrutement, il y a des entreprises qui ont inventé un système qui permet d'apprendre la façon dont un consultant va mener ses recherches. Et il apprend petit à petit, sauf qu'il va apprendre ma façon à moi, il va apprendre la façon à mon collègue, etc., etc. Et au bout d'un moment, une partie de mon job ou de mes tâches pourra être automatisée. Donc, l'impact sur le capital humain, il est clair. Mais je pense que parfois, ça peut aussi avoir un impact, entre guillemets, je dirais pas négatif, mais c'est clair qu'il y a une certaine chaîne, une partie de la chaîne de valeur qui va être automatisée. D'ailleurs, pour rigoler, je parlais avec un de mes associés tout à l'heure, où je lui disais qu'hier, j'ai vu une publicité sur une chaîne française de Mercedes qui mettait en avant la conduite automatique. Alors que bon, pour les gens de nos générations, moi, c'était vraiment du Back to the Future dans les films qu'on voyait dans. Alors que là, c'est là. C'est-à-dire que là, c'est bon, c'est acté. Ce n'est plus un projet, c'est quelque chose qui est acté, qui passe à la télévision, qui est marketé. Alors, moi, je dis dans une évolution justement technologique comme ça, quid des chauffeurs de taxi? Qu'est-ce qu'on en fait de ces bonhommes? Mais c'est là où Lilia a totalement raison. Flexibilité, adaptabilité. Il faut accompagner ces gens-là à réapprendre, là en l'occurrence, à réapprendre à apprendre. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Bon, une question peut-être que tu as déjà répondu, en fait. Quel levier actionner pour attirer et retenir les profils rares ou volatiles comme les IT? Bon, Zawan qui a posé la question, il donne l'exemple des projets d'entreprise, vision et culture, package salaire plus avantages, télétravail, au risque de créer des inégalités au sein d'une entreprise. Alors moi, comme c'est assez marrant parce que ça finalement, tu vas avoir besoin d'une réponse, je pense, conjointe entre moi, Lilia et Badr. Parce que moi, je peux attirer. Lilia peut mettre en place des choses pour maintenir. Et puis Badr, lui, c'est lui qui va être le garant de ce turnover. Et moi, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de règle ou il n'y a pas de formule magique. Essayez de vous différencier sans avoir à jouer la guerre des prix, parce que de toutes les façons, tout le monde est perdant là-dessus. Moi, je dis toujours à mes clients, moi aujourd'hui, je suis dans un exercice quelque part commercial. Je passe mes journées à vendre mes clients à mes candidats et mes candidats à mes clients. Sauf que il est grand temps que les entreprises elles-mêmes et les directions RH comprennent et acceptent de jouer le jeu de la séduction. Et ça va déjà permettre à beaucoup d'entreprises marocaines de pouvoir attirer pas mal de talents. Mais sauf que là, pour faire ça, il y a un petit souci, c'est qu'il y a une divergence entre l'intérêt de la direction RH et un de ces indicateurs qui est le recrutement. Un DRH ou une DRH, la dernière chose qu'elle voudrait faire, c'est vendre, entre guillemets, du rêve à son candidat. Parce que non seulement, parce qu'il n'est pas jugé que sur sa capacité d'attraction, il est également jugé sur sa capacité
à fidéliser. Donc, si je te vends aujourd'hui du rêve avant que tu n'intègres mon entreprise, je vais également être responsable de ta démission après-demain quand tu auras réalisé que finalement, je n'ai pas été très transparent avec toi. Donc, je pense qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre qu'il faut trouver. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas, ou les entreprises n'arriveront plus à attirer des candidats en étant passifs. Ça, c'est certain. Oui, ouais, merci. Merci. Bon, je pense que, désolé pour les auditeurs dont je n'ai pas posé leurs questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un trio en fait, complémentaire. C'est vrai que, comme a dit Reda, bon, on a pu aborder la partie amont de l'entreprise, la partie aval et l'environnement à travers Badar qui adressait quand même une partie concernant la culture de l'entreprise. C'est vrai que lorsqu'on parle des défis et des challenges des leaders RH, on ne pourra pas les aborder tous, mais en tout cas, on considère qu'on a abordé pendant ce webinaire les plus pertinents, les sujets clés et les défis clés. Et donc, un grand merci à Badar, à Lilia, à Reda et aux auditeurs qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure-ci. Bien, merci à toi, Ayoub, pour ta modération. Merci à toi, Ayoub. Je vous en prie. Merci, Ayoub. Excellente soirée à tous. Et c'était un plaisir de partager avec vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.